Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, moi ça va, même si je vous avoue que ça commence à me saouler les problèmes que je rencontre avec YouTube. Mais enfin, je vous ai déjà expliqué, hein, j'ai des soucis sur YouTube depuis quelques mois. Et j'étais en train de réfléchir à l'idée d'ouvrir une chaîne Twitch pour faire des affaires en live ou pour faire peut-être du débrief d'après affaires. Là, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais mettre en place. J'aime bien l'idée du débrief après affaire. Genre, je fais une affaire sur la chaîne et ensuite on la débrief ensemble sur Twitch. Comme ça, vous pouvez réagir comme ça à chaud. Je sais pas, faut que je réfléchisse. C'est un peu compliqué pour moi en fait parce que j'essaie de trouver une façon de continuer cette activité, même si là ça commence à être relou. Donc bon, en tout cas je suis contente de pouvoir vous présenter cette affaire. Pour information, je l'avais sortie il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans. C'était au tout début de ma chaîne, en fait, j'avais déjà fait cette affaire et elle avait sauté au bout d'un jour ou deux parce que YouTube avait revendiqué une histoire de droit ou je sais pas quoi, donc du coup la vidéo avait sauté. Et je suis contente de pouvoir la tourner de nouveau avec l'amélioration technique que j'ai pu apporter à ma chaîne. Donc je suis contente franchement de vous la faire parce que c'est une histoire qui me tenait énormément à cœur dans la mesure où il y a un petit crossover dedans avec une autre vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Enfin fini. Il a perpétuité qui reste. De toute façon, il nous avait dit qu'il était bien en prison. Eh bien qu'il y reste, c'est bien. Nous sommes satisfaits. 2 sessions d'assises, 2 fois le même verdict. On repart dans notre Bourgogne, beaucoup plus serein qu'on y était arrivé. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il soit reconnu coupable. Il l'est, voilà quoi. L'histoire se déroule en 1989 à Avallon, une petite commune de 8000 habitants située dans l'Yonne. Sylvie Baton est une étudiante en lettres de 24 ans qui a grandi à Avallon auprès de ses parents et de son petit frère Marc. Depuis peu, elle s'est installée avec son compagnon de longue date, Carlos Ferrer, dans une maison située dans les remparts de la commune. Elle et Carlos ne paient pas de loyer pour vivre dans cette maison. En gros, le deal avec le propriétaire, c'est qu'ils vivent à l'intérieur, donc ils prennent soin de la maison. Ils servent également de gardiens et en échange, ils n'ont pas à payer de loyer. Donc c'est un deal, on va dire, plutôt intéressant pour les gens qui ont peu de moyens. Sylvie étudie la semaine à Dijon et le week-end, elle rentre auprès de son compagnon à Avallon. Et sa famille vit à proximité de chez elle, à quelques minutes en voiture. Et son compagnon Carlos, lui, travaille, mais il est amené à se déplacer assez régulièrement, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc Sylvie se retrouve toute seule dans cette maison, parfois pendant de longs jours. Et ça, c'est un point qui embête énormément Sylvie, puisque c'est une jeune femme qui est assez craintive. Elle n'aime pas se retrouver toute seule dans cette maison. Du coup, ce qu'elle fait, c'est que lorsque Carlos est en déplacement, elle mange chez ses parents le soir, puisqu'ils habitent à côté, et ensuite elle rentre uniquement pour dormir. Ses relations avec sa famille sont, on va dire, assez classiques. Elle s'entend bien avec ses parents. Elle a une relation très fusionnelle avec sa maman Danielle. En revanche, elle s'entend un peu moins bien avec son petit frère Marc. On est le 5 mai 1989. Il y a une fête foraine qui est organisée à Avallon et Sauvigny. Ce sont 2 communes qui sont collées. Et ce jour-là, il fait extrêmement beau. Les enfants participent aux animations, ils s'amusent, tandis que les adultes se retrouvent entre eux pour discuter et passer un agréable moment. Vers 19h ce jour-là, Danielle Baton, donc la maman de Sylvie, se rend au domicile de sa fille avec son beau-frère René. Elle est particulièrement inquiète. Elle n'a plus de nouvelles de sa fille depuis la veille au soir. Sylvie avait mangé avec sa famille, donc la veille au soir, et elle avait prévu de repasser chez eux ce 5 mai pour manger avec eux, mais dans la journée, elle n'a donné aucune nouvelle à sa mère. Danielle a essayé de la joindre à plusieurs reprises par téléphone, aucune réponse. Donc ce 5 mai, à 19h, elle est particulièrement inquiète. Elle arrive devant le domicile de sa fille avec son beau-frère René, et là, il y a 2 détails qui les interpellent. Le premier, c'est que les volets sont fermés. Ça, c'est assez étrange, puisque Sylvie n'a pas l'habitude de fermer ses volets quand elle est présente. Le deuxième détail inquiétant, c'est que la porte d'entrée est à moitié ouverte. René et Daniel parviennent à entrer à l'intérieur de la maison, et là, ils sont assaillis par une odeur de gaz lacrymogène. Ils font le tour de la maison,
pièce par pièce, aucune trace de Sylvie. Mais lorsqu'ils entrent dans la salle de bain, ils la découvrent toute nue, à moitié immergée dans l'eau de la baignoire. Daniel et René saisissent Sylvie, ils l'extirpent de la baignoire et ils la déposent sur son lit afin de lui prodiguer les premiers secours. Malheureusement, elle est morte et depuis de très longues heures déjà. Daniel saisit le téléphone pour appeler les secours, mais la ligne a été coupée. Elle est complètement paniquée, elle est terrassée, elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Elle se précipite à l'extérieur de la maison et elle crie de désespoir pour que quelqu'un vienne l'aider. Et très rapidement, les gendarmes arrivent sur place. D'après les premières constatations du médecin légiste, Sylvie a été battue à de nombreuses reprises et sur l'ensemble de son corps. Elle présente des traces de liens au niveau des poignets et des chevilles, ce qui laisse deviner qu'elle a été attachée. Et il constate que la jeune femme a été violée à plusieurs reprises par les deux voies. Il date la mort au 4 mai, soit la veille, entre 23h et 1h du matin. Elle a donc été attaquée peu après son retour de chez ses parents, puisque comme je vous l'ai dit, sa mère n'a plus de nouvelles d'elle depuis la veille au soir. Sylvie était partie manger chez eux et ensuite elle était rentrée chez elle. Donc on suppose qu'elle a été attaquée lorsqu'elle est rentrée chez elle. La cause du décès est l'asphyxie. Elle a été étranglée puis noyée. Des cheveux et du sang ont été retrouvés dans la baignoire et à proximité de son corps. Et on a retrouvé également du sperme en elle. Le problème, c'est que dans la mesure où elle a passé plusieurs heures dans l'eau, les prélèvements sont fortement altérés. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1989. Les techniques ne sont pas aussi sophistiquées qu'aujourd'hui. D'ailleurs, les comparaisons à partir des empreintes génétiques sont en train de voir le jour. L'Angleterre s'en sert depuis 1983 dans leurs investigations judiciaires. Et si je vous dis pas de bêtises, ce sont les précurseurs. Donc c'est en train de se mettre en place doucement mais sûrement. Du côté des enquêteurs, la première chose qu'ils ont remarqué quand ils sont entrés dans la maison, c'est qu'il y avait des vêtements de Sylvie qui jonchaient le sol, que ce soit le salon ou la salle de bain, mais il n'y avait aucune trace de lutte ou d'effraction. Ce qui laisse penser que Sylvie a ouvert la porte à son agresseur. Et connaissant le caractère très craintif de la jeune femme, on suppose que si elle a ouvert la porte à son agresseur, eh bien c'est qu'elle le connaissait. Les gendarmes notent un deuxième élément très troublant. Vous vous souvenez que lorsque Daniel a tenté d'appeler les secours pour venir sauver sa fille, la ligne était coupée. Les gendarmes constatent que la ligne téléphonique à l'extérieur de la maison a été sectionnée. Et ça, c'est très étrange, puisque si on ne fait pas partie du coin, si on ne connaît pas la maison, on n'est pas censé savoir que ce câble-là, c'est le câble téléphonique, puisqu'il est extrêmement discret. Donc là, pour les enquêteurs, ça ne peut signifier qu'une chose. La personne qui a sectionné ce fil est forcément l'agresseur de Sylvie, mais c'est surtout quelqu'un qui connaissait très bien la maison. Les gendarmes veulent donc interroger la personne qui connaît le mieux la maison après Sylvie, à savoir Carlos Ferrer, son compagnon. Lui a été prévenu de ce qu'il s'est passé, sa sœur l'a appelé pour lui dire de rentrer en France et il était à l'étranger pour le travail. Lorsqu'il arrive, il est interrogé par la police, il est complètement chamboulé, traumatisé et les enquêteurs se rendent compte qu'il n'a absolument rien à voir là-dedans puisqu'au moment du meurtre, il se trouve au Portugal. Mais pour les enquêteurs, si c'est pas son compagnon qui a fait ça, c'est forcément quelqu'un qui la connaissait, quelqu'un qui connaissait la maison, puisqu'on suppose qu'elle a ouvert la porte à son assaillant. Et ce câble téléphonique, c'est très bizarre qu'il ait été coupé comme ça. Encore une fois, seul quelqu'un connaissant la maison pouvait savoir qu'il s'agissait du câble du téléphone. Et il s'intéresse un petit peu à Marc, le petit frère de Sylvie. Après tout, quand ils ont appris la nouvelle à sa famille, il n'a pas semblé plus attristé que ça par le décès de sa sœur. Mais en même temps, on parle quand même du viol et du meurtre de Sylvie. Est-ce que son petit frère aurait pu faire quelque chose comme ça ? Ça reste une piste intéressante pour les enquêteurs. Ils se la mettent dans un coin de la tête en se disant qu'ils auront l'occasion de la creuser. Les obsèques de Sylvie Bâton se tiennent le 11 mai 1989 à Sauvigny-le-Bois. De nombreuses personnes se déplacent afin de soutenir les parents endeuillés. Et parmi la foule, des gendarmes se sont glissés en civil afin de surveiller les va-et-vient. Ils relèvent tous les numéros des plaques d'immatriculation des voitures qui viennent sur place puisqu'ils se disent que l'assassin va peut-être se présenter aux obsèques, soit pour se remémorer son crime, soit par sentiment de culpabilité. Et parmi toutes les plaques d'immatriculation relevées, une en particulier intéresse les gendarmes, celle d'un jeune homme du coin
qui a déjà été arrêté par le passé pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs. Le jeune homme est aussitôt interpellé et interrogé, et chose troublante, le soir du 4 mai, il se trouvait à Sauvigny-le-Bois, la commune collée à celle d'Avallon, et il n'a aucun alibi. Il explique avoir beaucoup bu ce soir-là avec des amis, mais il est incapable de fournir des noms ou de se situer précisément. Et coïncidence ou pas, c'est un ami de Marc, le petit frère de Sylvie. Ses cheveux et son ADN sont recueillis afin d'être comparés à ce qui a été retrouvé sur la scène de crime, mais ça ne matche pas. Il est donc relâché et écarté de la liste des suspects. Les enquêteurs ratissent au plus large afin de trouver de nouvelles preuves, de nouvelles pistes. Ils se sont intéressés à la vie sentimentale de Sylvie, mais Carlos n'a absolument rien à voir là-dedans. Il a un alibi en béton, il n'était même pas en France. Et ils apprennent que quelques années auparavant, Sylvie a eu une aventure d'1 semaine ou 2 avec un autre étudiant et elle l'a quitté puisqu'elle se sentait coupable de tromper son conjoint. Et il a eu énormément de mal à accepter cette rupture. Donc les enquêteurs se disent que c'est une piste intéressante. Ils veulent l'interroger, ils le recherchent, mais il s'avère que le jeune homme a quitté le territoire français pour retourner vivre chez lui au Ghana 2 ans auparavant. Ça ne peut donc pas être lui non plus. Encore une piste qui tombe à l'eau. Mais là, les enquêteurs se souviennent d'un événement très troublant qui s'est produit le 5 mai lorsqu'ils se sont rendus au domicile de Sylvie Baton. Un jeune homme accompagné de son épouse s'est présenté aux gendarmes et il leur a expliqué qu'il était l'ancien locataire de la maison et que le propriétaire l'avait contacté pour lui demander de passer récupérer les clés du logement. Sur le coup, les enquêteurs n'avaient pas prêté attention à ce jeune homme, ils l'avaient simplement dégagé, mais avec du recul, ils se disent que c'est une piste à creuser. Ils parviennent à remonter la trace du jeune homme en question. Il s'appelle Armando da Silva, il est âgé de 29 ans, et c'est effectivement l'ancien locataire du logement. Lui et son épouse Sylvie sont conduits à la gendarmerie afin d'être interrogés. Et durant leur audition, Armando et son épouse donnent une version commune de ce qu'ils ont fait le 4 mai, donc le jour où a été assassinée Sylvie. Ils disent qu'ils ont passé la journée à la campagne dans une autre commune afin de rendre visite à la famille de l'épouse d'Armando. Et elle explique que ce soir-là, ils sont rentrés assez tard, aux alentours de 22h. Elle affirme qu'ils sont montés se coucher. Vers 23h, elle s'est endormie. Et à ce moment-là, son époux se trouvait à ses côtés. Pour les gendarmes, c'est pas un alibi solide ça, puisque c'est son épouse, donc elle pourrait très bien chercher à le protéger en lui fournissant un alibi, ou alors elle pourrait être de bonne foi, à savoir que lorsqu'elle s'est endormie, son époux était effectivement dans le lit à côté d'elle, mais il aurait attendu qu'elle s'endorme profondément, et il se serait levé, il serait parti en direction du domicile de Sylvie. Et si les enquêteurs sont autant à fond sur cette piste, c'est pour une raison assez simple. Armando da Silva est l'ancien locataire. Et ça signifie 2 choses. La première, c'est qu'il savait que le câble du téléphone se trouvait à l'endroit donc où il a été sectionné, puisqu'il a vécu dans le logement, donc il savait que ce câble était le câble téléphonique, et il aurait pu posséder un double des clés, donc il aurait très bien pu rentrer dans le domicile de Sylvie, et la prendre par surprise, donc ça signifierait qu'elle n'a pas ouvert la porte à son assaillant, mais que son assaillant possédait le double des clés. On lui prélève donc des cheveux et son ADN, et lorsque les résultats tombent, c'est sans appel. Armando da Silva a le même groupe sanguin que le meurtrier, à savoir AB négatif, qui est le plus rare en France, et les cheveux comparés correspondent à 80%. Et bien qu'il clame son innocence, il est inculpé pour le viol et le meurtre de Sylvie Baton en juin 1989. Le meurtrier de l'étudiante de 24 ans a donc été arrêté et il sera très prochainement jugé. C'est en tout cas ce que se disent les habitants d'Avallon et la famille de Sylvie, qui est toujours terrassée par le chagrin. Mais en décembre 1990, l'avocat d'Armando da Silva demande de nouvelles expertises sur les échantillons retrouvés à proximité du corps de Sylvie. Il veut qu'on les compare de nouveau à l'ADN et aux cheveux de son client, puisqu'entre-temps, les techniques se sont légèrement améliorées. Et lorsque les résultats tombent, c'est la douche froide. Ni les cheveux d'Armando, ni son ADN ne correspondent à ceux retrouvés sur la scène de crime. Il s'agissait donc d'une terrible erreur qui a pu être réparée grâce à l'avancée de la science. Il est donc remis en liberté après plus d'1 an d'incarcération et l'enquête repart à zéro.
Pour les enquêteurs de l'époque, c'est plus qu'une douche froide là, puisque ça signifie qu'ils ont perdu plus d'1 an d'enquête. Parce que là, il faut repartir à zéro, mais plus le temps passe, et moins on peut recueillir des preuves, des éléments. Donc pour eux, concrètement, repartir à zéro, ça veut dire repartir à zéro, mais avec un sérieux handicap. Cela dit, 1 mois après à peine, un élément plus que troublant vient perturber l'enquête. On est le 24 janvier 1991 à Paris. Pascal Escarfaille, une étudiante de 19 ans, est violée et assassinée dans son appartement. A priori, rien ne permet de rattacher cette affaire à l'affaire Sylvie Baton. Mais pour les gendarmes d'Avallon, il y a quand même quelque chose de très bizarre. Le père de Pascal Escarfaille est également le propriétaire de la maison dans laquelle Sylvie Baton a été assassinée. Donc pour résumer, on a 2 jeunes femmes violées et assassinées à 2 ans d'intervalle dans 2 villes à l'opposé l'une de l'autre, et un élément les rattache, le père de la seconde victime est le propriétaire de la maison dans laquelle vivait la première victime. Ça, c'est quand même bizarre. Pour les enquêteurs, on a forcément affaire à un seul tueur, la coïncidence est quand même trop énorme. Le père de Pascal Escarfaille, qui est donc le propriétaire de la maison où vivait Sylvie, n'a rien à voir avec ces 2 meurtres. Mais pour les enquêteurs, il y a forcément quelque chose qui les lie. Et les mois et les années qui suivent, ils tentent de percer le mystère, mais ils ne parviennent à trouver aucun lien concret entre ces 2 affaires. Du côté d'Avallon, Danielle Baton ne baisse pas les bras. En novembre 1995, elle participe à la célèbre émission présentée par Jacques Pradel, Témoin numéro 1. Le but, pour ceux qui se souviennent, c'est de faire en sorte que des témoins se manifestent et puissent relancer une enquête. Mais aucune nouvelle piste ne permet aux enquêteurs de relancer l'enquête, même s'ils gardent en tête la troublante coïncidence du meurtre de Pascal Escarfaille. Et le 26 mars 1998, la nouvelle tombe. Le meurtrier de Pascal Escarfaille a été arrêté en région parisienne. Il s'agit de Guy Georges, l'un des tueurs et violeurs en série français les plus prolifiques. Il a sévi entre 1976 et 1997. Il est appréhendé pour une série de meurtres, dont celui de Pascal Escarfaille, et pour les enquêteurs chargés du dossier Sylvie Baton, ça ne peut être que lui compte tenu des coïncidences entre ces 2 affaires. Mais le souci, c'est que le 4 mai 1989, au moment où Sylvie était violée et tuée à Avallon, Guy Georges avait un alibi en béton, il se trouvait en prison. On peut dire que c'est la coïncidence la plus étrange dans l'histoire criminelle française. Les années passent et l'enquête sur le meurtre de Sylvie Baton est toujours au point mort. Courant 2002, le juge en charge de l'instruction décide de remettre ce dossier d'enquête à une cellule spécialisée dans les affaires non résolues. C'est une cellule qui s'occupe uniquement de ce type d'affaires, donc ils ont l'habitude de travailler sur des vieux dossiers. Et ils parcourent le dossier, ils trouvent certains éléments, ils voient qu'il y a un verre qui n'a pas été examiné à l'époque, un verre qu'on avait retrouvé sur la table basse du salon chez Sylvie. Donc ils se disent pourquoi ne pas aller le récupérer dans les scellés et le faire examiner, on pourrait y découvrir de l'ADN, des empreintes. Ils se rendent au tribunal. Le problème, c'est que lorsque la personne chargée des scellés va récupérer le verre, elle le casse en remontant pour le leur donner. Donc cet élément n'est à présent plus exploitable. Et pour les enquêteurs de cette cellule, c'est un peu chaud parce que je crois que c'était le seul élément qu'ils avaient trouvé dans le dossier d'enquête. En fait, c'était le seul truc qui aurait permis de relancer les investigations si on avait trouvé quelque chose dessus. Donc là, c'est de nouveau le point mort. Mais le 4 mars 2003, une jeune femme se présente dans une gendarmerie à proximité de Sauvigny-le-Bois. Elle a des révélations très importantes à faire sur le meurtre de Sylvie Baton. Elle affirme qu'en 1989, elle était très amie avec Sylvie. D'après elle, Sylvie et son petit frère Marc s'étaient lancés dans un trafic de drogue de grande envergure dans la région. En gros, Sylvie faisait passer la drogue d'un point A à un point B dans sa voiture et Marc gérait toute la logistique et l'argent. Elle dit que Marc battait régulièrement Sylvie quand il était sous l'emprise de la drogue. D'ailleurs, ses propres frères à elle sont impliqués. Ce seraient eux qui auraient violé et tué Sylvie et Marc les aurait laissés faire. Les 3 hommes sont interpellés, donc les 2 frères de la jeune femme et Marc, le frère de Sylvie, et ils sont interrogés.
et ils disent qu'ils ne comprennent pas les déclarations de la jeune femme, et lors de la confrontation, elle finit par avouer qu'elle a menti. Toute cette histoire est fausse, et elle ne sait pas pourquoi elle a menti. On repart donc à zéro. Mais ce qu'il se passe, c'est qu'entre-temps, en France, il s'est passé certaines petites choses, comme l'arrestation de Michel Fourniret. En 2005, le juge en charge de l'affaire Sylvie Baton demande que les cheveux de Sylvie soient comparés à se retrouver dans la fourgonnette de Michel Fourniret. Alors, Michel Fourniret, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est un tueur en série qui a sévi en France et en Belgique dans les années 80 et 2000 et qui a été arrêté en Belgique en 2003. Et même s'il n'a été inculpé que pour 11 meurtres, on le soupçonne d'en avoir commis plus de 100, puisque dans sa fourgonnette blanche, plusieurs centaines de cheveux différents ont été recueillis. Cela dit, les cheveux de Sylvie ne correspondent avec aucun de ceux retrouvés dans sa fourgonnette. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette affaire, on a quand même ratissé assez large, puisque Michel Fourniret, c'était pas trop son kiff en fait, le profil de Sylvie Baton. Lui, il était plutôt, on va dire, axé sur les gamines, les adolescentes. Je vous mets un lien là ou là, puisqu'il y a 1 an et demi, je crois, j'ai fait une vidéo sur lui. Donc, lui, voilà, c'était les enfants, les adolescentes, pour son propre plaisir, ou pour éventuellement des commandes, même si beaucoup ne croient pas à ces histoires-là. Moi, j'y crois en réseau impliquant des commandes. Et on se dit, bon, pourquoi pas, il faut quand même vérifier. On a également pensé à Émile Louis. Émile Louis, beaucoup d'entre vous le connaissent, le boucher de Lyon. J'ai fait une série de vidéos sur Émile Louis. Et Émile Louis, lui, son kiff, c'était plutôt les jeunes filles, les jeunes femmes vulnérables. Vous vous souvenez? Donc là encore, pour son propre plaisir à lui, ou pour des commandes qu'on aurait pu lui passer, puisque là encore, c'est fort possible qu'Émile Louis ait travaillé pour un trafic de grande envergure. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Donc on a pensé à Émile Louis. Après tout, Avallon se trouve dans Lyon. Émile Louis vient de Lyon et il a beaucoup massacré dans Lyon. Donc il aurait pu commettre ce meurtre. Mais dans le fond, ça ressemble pas du tout à son mode opératoire. Et cette piste a été vérifiée, mais ça n'a absolument rien donné. Les mois passent. Et en juillet 2006, il se passe quelque chose de très intéressant. Charles Prats, le juge en charge de l'affaire Sylvie Baton, parcourt de nouveau les quelques pages du dossier, et là, un détail l'interpelle. Dans le dossier, il est fait mention d'une couette retrouvée sur la scène de crime et sur laquelle des petites traces de sperme avaient été décelées. En 2000, ces traces avaient été analysées, mais les techniques scientifiques de l'époque n'avaient pas permis d'isoler de l'ADN. Le juge souhaite donc renvoyer cette couette au laboratoire, puisque depuis les techniques ont changé, se sont fortement améliorées. Il se rend dans les sous-sols du tribunal et il tente de mettre la main sur cette couette, et après plusieurs heures de recherche, il la retrouve finalement dans un conteneur qui était sur le point de partir pour la déchetterie. Donc, on est passé à ça, du drame. La couette est envoyée dans un laboratoire et grâce aux nouvelles techniques d'analyse, un ADN est enfin isolé. Cet ADN est enregistré dans le fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG. Malheureusement, ça ne matche avec aucun ADN déjà présent. Le juge Prats ne se démonte pas et il se dit qu'il va ratisser encore plus large. Il se rapproche d'Interpol, l'organisation internationale qui permet la coordination entre les polices des États membres dans le cadre d'une enquête internationale, et il leur remet l'empreinte génétique afin qu'Interpol la diffuse dans toute l'Europe. Les semaines et les mois passent et le juge n'obtient que des réponses négatives. Mais le 29 mars 2017, Interpol Allemagne répond à la France. Ils détiennent l'identité de l'homme derrière cette empreinte génétique. Il s'agit d'Ulrich Münstermann, un Allemand de 49 ans, déjà condamné en Allemagne pour le meurtre et le viol d'une jeune femme. Après presque 20 ans, l'ADN a parlé. Ulrich Münstermann a commencé son parcours criminel très tôt. En 1980, alors qu'il est âgé de 21 ans, il commet son premier viol sur une joggeuse dans un bois. Il s'agit de sa première expérience intime. Après ça, il viole d'autres femmes sans être arrêté. Ulrich, c'est un homme assez imposant, c'est un culturiste, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de musculation. Son idole, c'est Schwarzenegger. Ses victimes diront plus tard qu'elles ont craint pour leur vie parce qu'il était très imposant. En juillet 1983, il commet son premier meurtre. Il enlève Karen Home, une jeune femme de 25 ans, il la viole puis l'étrangle et laisse son corps dans un champ. Pour info, Karen Home était la fille du PDG d'Esso Allemagne, donc autant vous dire que ce crime a défrayé la chronique à l'époque.
Après ce meurtre, il prend la fuite. On ne sait pas précisément où il se rend durant les années qui suivent. Il voyage en camping-car à travers l'Europe. Et en 1990, il s'installe à Swindon, en Grande-Bretagne. Mais 3 ans plus tard, soit en 1993, il est arrêté par la police britannique pour une agression sexuelle sur une jeune Anglaise. Il est extradé en Allemagne où il est inculpé pour agression sexuelle. Il purge une peine de 3 ans et demi de prison, puis il est libéré. Et à sa sortie, il retourne en Angleterre, il trouve un travail d'électricien, il se marie et il devient père de 2 enfants. Mais en 2002, il est de nouveau arrêté. Cette fois-ci pour le viol et le meurtre de Karen Home. Là encore, c'est l'avancée de la science qui a permis d'isoler son ADN et de le confondre. Et pour ce crime, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc quand Interpol répond favorablement à la demande du juge français en 2007, Ulrich Münstermann purge déjà une peine de prison en Allemagne pour le meurtre de Karen Home. Il est extradé vers la France en novembre 2007 dans le cadre de l'instruction sur le meurtre de Sylvie Baton, puisque le juge souhaite l'interroger. Et tout de suite, Ulrich Münstermann nie toute implication. Il n'était pas dans Lyon en 1989. Il n'était même pas en France. Ce n'est certainement pas lui qui a violé et tué Sylvie Baton. On lui parle alors de son ADN qu'on a retrouvé sur la couette de Sylvie Baton. C'est assez étrange. Et là, il change complètement sa version. Il raconte qu'il se trouvait effectivement dans Lyon en 1989, mais c'est pas ce qu'on croit. Il va tout nous expliquer. Il dit que cette année-là, il faisait du camping et un soir, il a rencontré une jeune Française qui a souhaité passer la nuit avec lui. Ils ont donc eu une aventure sans lendemain et d'après lui, il ne peut s'agir que de Sylvie Baton, puisque si on a retrouvé son ADN sur la victime, eh bien ça ne peut être qu'elle, cette jeune Française avec laquelle il a eu une aventure d'une nuit en 1989. Mais on lui dit, ok, mais son ADN, on l'a retrouvé sur la couette chez la victime. Il a une explication. Il dit, écoutez, moi j'ai passé la nuit avec elle. Ce qu'il a pu se passer, c'est qu'elle est rentrée chez elle et lorsqu'elle s'est allongée sur son lit, les fluides contenus en elle ont coulé et ils se sont retrouvés sur la couette. D'après lui, c'est la seule explication possible. Après avoir eu cette intimité avec Sylvie, elle est repartie chez elle, elle était vivante, il le jure. Donc il n'y a pas d'autre explication. Bon, pour le juge, disons que ça paraît quand même assez gros, d'autant que ce serait une coïncidence énorme. L'ADN qu'on aurait retrouvé chez cette jeune femme victime d'un viol et d'un meurtre, et l'ADN d'un homme qui est condamné en Allemagne pour viol et meurtre. Ouais, bon, pour le parquet, le scénario le plus vraisemblable, c'est le suivant. Ulrich Münstermann est venu passer des vacances à Avallon en mai 1989 et il a certainement croisé Sylvie dans son jardin la veille ou le jour de son meurtre et là elle est devenue sa cible. Il l'a épiée, il a surveillé ses va-et-vient. Le 4 mai, Sylvie est partie dîner chez ses parents. Ulrich en a profité pour couper le câble téléphonique. Il était électricien, il devait savoir de quoi il s'agissait. Il a attendu discrètement qu'elle rentre. Sylvie a dû laisser sa porte entrouverte en rentrant chez elle le temps que le chat rentre à son tour. Elle s'est rendue dans sa salle de bain pour se laver et c'est sans doute à ce moment-là qu'Ulrich est entré dans la maison et qu'il l'a surprise dans la salle de bain. La suite, on la connaît malheureusement. Il est mis en examen pour le viol et le meurtre de Sylvie Baton. Le 4 octobre 2011, le procès d'Ulrich Münstermann s'ouvre à Auxerre. Il continue de nier toute implication et il s'accroche à l'histoire selon laquelle il aurait eu une aventure d'une nuit avec Sylvie, ce qui explique la présence de son ADN à son domicile. Les psychiatres qui ont eu l'occasion de le rencontrer le décrivent comme un sadique sexuel excité par l'humiliation, la frayeur et la souffrance endurée par ses victimes. Il voulait les voir souffrir. Il voulait qu'elle l'implore, qu'elle soit terrifiée. Il cherchait à avoir le dessus sur elle, ce qui expliquerait sans doute son besoin de se muscler autant. Il voulait avoir une carrure impressionnante et les dominer physiquement. Mais l'avocat d'Ulrich Münstermann le défend comme il le peut. Ce n'est pas parce qu'il a déjà violé et tué par le passé que c'est forcément lui cette fois-ci. Après tout, quelles sont les preuves? Les traces ADN ne permettent pas de savoir avec certitude qu'il a tué Sylvie. Et puis ça ne permet pas de savoir quand est-ce que cet ADN a été déposé. Ça pourrait très bien avoir été fait l'année précédente, 2 ans auparavant, le mois d'avant. On ne sait pas avec certitude à quel moment cet ADN s'est retrouvé sur la couette de Sylvie Baton. Soit. Le juge décide alors de lancer un appel à témoins
Toute personne ayant croisé Ulrich Münstermann à Avallon ou à Sauvigny-le-Bois au printemps 1989 est priée de se manifester. Et 2 femmes répondent à l'appel à témoins. La première dit qu'elle se souvient avoir croisé Münstermann dans un camping-car au printemps 1989. Elle ne se souvient pas précisément de la date, puisque c'était en 1989, mais elle est catégorique, elle se souvient de lui, puisque c'était la première fois qu'elle rencontrait un Allemand et elle l'avait trouvé particulièrement mignon. La deuxième dit qu'elle l'a croisé en mai 1989 dans le café dans lequel elle travaillait en tant que serveuse. Et si elle s'en souvient aussi bien, c'est qu'à l'époque, un détail l'avait titillé, il avait des griffures au niveau du cou. Pour l'avocat d'Ulrich Münstermann, ces 2 témoignages ne sont absolument pas fiables. 2 femmes qui sont formelles sur un événement s'étant produit en 1989, sachant qu'on est en 2011. Mais ni lui, ni l'accusé ne semblent convaincre, puisque le 11 octobre 2011, Ulrich Münstermann est reconnu coupable. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour le viol et le meurtre de Sylvie Baton. Il fait appel de cette décision, mais sa peine est confirmée en appel en septembre 2012. Ulrich Münstermann écope à nouveau de la peine maximale, perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. C'est la peine la plus lourde prévue par le Code pénal. Les proches de Sylvie Baton ont accueilli ce verdict avec un immense soulagement. Cela marque la fin de 23 ans de combat judiciaire. Enfin fini. Il a perpétuité qui reste. De toute façon, il nous avait dit qu'il était bien en prison. Eh bien qu'il y reste, c'est bien. Nous sommes satisfaits. 2 sessions d'assises, 2 fois le même verdict. On repart dans notre Bourgogne, beaucoup plus serein qu'on y était arrivé. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il soit reconnu coupable. Il l'est, voilà quoi. Reste que Münstermann pourrait bien sortir avant l'échéance des 22 ans de sûreté, car il va purger sa peine en Allemagne, où le maximum est de 17 ans. Emprisonné depuis 10 ans, il pourrait sortir dans 7 ans. Je crois qu'il a les capacités de se poser des questions et d'essayer de répondre aux raisons qui l'ont amené dans toute cette trajectoire criminelle. Pour les proches, c'est en tout cas enfin l'heure d'essayer d'entamer leur reconstruction. Et en février 2013, il est renvoyé en Allemagne afin de continuer à y purger sa peine de prison. Le meurtre de Sylvie Baton est donc à présent résolu. Les mois et les années passent. Et en 2016, le nom d'Ulrich Münstermann est de nouveau évoqué dans un autre cold case, le meurtre de Sylvie Aubert en 1986. Sylvie Aubert était âgée de 23 ans lorsqu'elle a été enlevée, violée et assassinée en novembre 1986 à Chalon-sur-Saône alors qu'elle rentrait de son travail. Son meurtrier n'avait jamais été retrouvé. Le cabinet d'avocats qui est en charge du dossier Sylvie Aubert fait le lien avec Ulrich Münstermann, puisqu'il se pourrait que Münstermann se soit trouvé à Chalon-sur-Saône en 1986. Si tel est le cas, la coïncidence serait alors très troublante, d'autant qu'il y a certains éléments assez comparables entre ces 2 affaires. Sylvie Aubert avait été retrouvée 5 mois après sa disparition dans une rivière. On l'avait retrouvée nue, les mains attachées avec un morceau de fer. Sylvie Baton a été retrouvée nue dans sa baignoire avec des marques au niveau de ses poignets, ce qui laisse donc penser qu'elle a eu les mains attachées. Les 2 ont été abusés et étranglés. Et physiquement, on a aussi d'énormes similitudes. Ce sont 2 jeunes femmes, brunes, blanches, minces et athlétiques. Disons qu'il y a d'énormes similitudes dans ces 2 affaires. Concernant le meurtre de Sylvie Aubert, la piste d'Ulrich Münstermann se trouvait déjà dans les tiroirs de la gendarmerie depuis son arrestation en 2007. Et disons que ça leur avait semblé être une piste intéressante et ils avaient creusé à l'époque et ils s'étaient rendus compte qu'Ulrich Münstermann s'était trouvé à Chalon en 1986 puisqu'ils étaient parvenus à remonter sa trace grâce à une salle de sport. Comme je vous l'ai dit, Ulrich Münstermann était obnubilé par la musculation et dans une salle de sport de Chalon-sur-Saône, ils avaient retrouvé des fiches d'inscription avec une inscription correspondant à celle d'Ulrich Münstermann ainsi que sa signature. Donc ça peut pas être un homonyme, puis même Ulrich Münstermann, enfin voilà, c'est quand même assez particulier comme prénom-nom, donc la coïncidence est assez troublante. C'est pourquoi le cabinet d'avocats qui s'occupe de l'affaire Sylvie Aubert se dit que cette piste
est quand même très très intéressante. Et puis il y a le témoignage d'une ancienne collègue de Sylvie. Alors je ne sais pas précisément quand est-ce qu'elle a fait ses révélations à la gendarmerie. Est-ce que c'est en 2007 ou est-ce que c'est en 2016 quand le cabinet d'avocats essaie de relancer l'enquête de Sylvie Aubert avec pour principal suspect Ulrich Münstermann. Mais l'ancienne collègue de Sylvie Aubert dit qu'à l'époque, elle se souvient qu'un jeune homme qui correspond à la description d'Ulrich Münstermann était passé à plusieurs reprises dans le supermarché où elles travaillaient toutes les deux pour emmener Sylvie manger à l'extérieur entre midi et 2. En mai 2017, une délégation se rend en Allemagne afin d'auditionner Ulrich Münstermann et comme pour Sylvie Baton, il nie toute implication. Il affirme qu'au moment du meurtre de Sylvie Aubert, c'est-à-dire en novembre 1986, il venait de s'installer en Angleterre. Autant de points à vérifier, mais comment y arriver 30 ans après ? Comment retracer l'itinéraire exact d'Ulrich Münstermann après 3 décennies ? Les mois et les années passent et le dossier d'instruction sur le meurtre de Sylvie Aubert ne bouge pas. D'ailleurs, en janvier 2019, le juge d'instruction décide de rendre une ordonnance de non-lieu faute d'éléments probants, ce qui mettra forcément fin à l'enquête. Les avocats de la famille Aubert font appel de cette décision et ils obtiennent l'annulation de cette ordonnance. L'enquête reprend donc là où elle s'est arrêtée. 9h, dans le hall de la cour d'appel, les membres de l'association Christelle sont inquiets. Ils redoutent d'apprendre la fermeture du dossier Sylvie Aubert, disparue en novembre 86 et retrouvée morte 5 mois plus tard. La juge d'instruction chalonnaise en charge de l'affaire a signifié son souhait de clore le dossier et la chambre d'instruction s'apprête à rendre sa décision. Une demi-heure plus tard, sur le visage de Martine Aubert, ça n'est plus l'inquiétude qui transparaît, mais le soulagement. On continue l'enquête et je suis super contente. Le 6 mars dernier, devant la chambre de l'instruction, Maître Seban, l'avocat des familles, avait expliqué pourquoi il ne faut pas clore le dossier Aubert. D'abord, l'hypothèse du tueur en série allemand Ulrich Münstermann n'a pas été approfondie. En 2016, un témoignage avait pourtant établi qu'en 86, il était à Châlons et avait été en contact avec Sylvie Aubert. La chambre a donc donné raison aux avocats, mais tous les obstacles sont loin d'être levés. La justice a un peu une attitude dans nos dossiers qui est de dire finalement on en a résolu 2, c'est déjà pas mal et le reste ça passera en pertes et profits et c'est pas possible pour des meurtres de jeunes femmes, évidemment c'est totalement inaudible pour les familles et donc les moyens ne sont pas mis. Les juges d'instruction à Châlons sont souvent débordés, ne répondent pas à nos demandes, nous donnent des délais de réponse absolument quelquefois ahurissants. Je rappelle que dans une des affaires, il y a des personnes qui sont mises en examen depuis 17 ans. C'est peut-être les plus vieux mis en examen de France. La question qu'on peut alors légitimement se poser, c'est Ulrich Münstermann a-t-il croisé la route de Sylvie Aubert en novembre 1986 ? Sylvie Baton est-elle sa seule victime sur le territoire français ? Ou y en a-t-il d'autres ? Seul Ulrich connaît la réponse à ces questions et un jour, peut-être, décidera-t-il de parler. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, c'est que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo et j'en suis vraiment contente. Et sinon, que vous dire ? En fait, quand j'ai refait cette affaire, quand j'ai retourné cette affaire, j'ai eu un petit côté un peu nostalgique parce que ça m'a rappelé l'époque, là, au tout début, il y a un peu plus de 2 ans, quand j'avais commencé à faire des vidéos. Et ces histoires-là que j'avais commencé avec les disparus de l'Isère, ensuite les disparus de l'Assis, que j'ai pas fini parce qu'en fait il me manquait un bouquin et j'arrivais pas à mettre la main dessus et du coup j'étais passée à autre chose malheureusement. C'est comme pour Zandvoort, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me dire mais où ça en est ? Mais en fait les gars, ça en est que je cherche toujours des bouquins. J'ai trouvé 2 bouquins, je les ai pas trouvés physiquement, mais en fait j'essaie de mettre la main sur 2 bouquins qui sont trop importants pour traiter l'affaire Zandvoort et j'ai toujours envie de le faire. Donc rassurez-vous, je pense que je le ferai même si j'ai pas ces 2 bouquins. Mais pour revenir à cette affaire-là de Sylvie Baton, mais comment je suis trop contente d'avoir pu la retourner avec l'amélioration technique là que j'ai apportée à ma chaîne, parce que les vieilles histoires comme ça, je trouve qu'elles sont passionnantes et je sais pas, il y a quelque chose en fait qui me fait mal au cœur quand je fais des vieilles histoires des années 70, 80, 90 parce qu'il n'y avait pas toute l'avancée qu'on a aujourd'hui et il y a des cold cases de l'époque mais c'est définitivement foutu. On pourra plus jamais mettre la main sur les personnes qui ont fait ça et là je vous mets en lien les disparus de l'Isère.
Les disparus de l'Isère, je me souviens que c'était une série de vidéos que j'avais faite et qui m'avait bouffé émotionnellement. Ça me faisait tellement mal au cœur, parce qu'en plus ça concernait des enfants. Et j'étais trop triste quoi, qu'on n'en parle pas plus souvent des enfants en fait qui ont été abusés et tués pour la plupart dans la liste des disparus de l'Isère. J'aimerais qu'on en reparle régulièrement pour mettre la main sur les gens qui ont fait ça. Mais bon, malheureusement, un fait divers en chasse un autre, hein, c'est toujours comme ça. Et au final, les cold cases ne sont jamais résolus et ça me fait trop mal au cœur. Et là, par exemple, pour la jeune Sylvie Aubert, je suis contente en fait que l'inculpation d'Ulrich Münstermann ait fait en sorte qu'on s'intéresse de nouveau à ce dossier pour pouvoir relancer les investigations. Mais d'un autre côté, je me dis, ok, mais à quoi ça a servi, puisqu'ensuite le juge a voulu déclarer un non-lieu. Mais non, en fait, si c'était quelqu'un de sa famille, je pense pas qu'il déclarerait un non-lieu. Je pense que c'est des affaires, en fait, qu'il faut faire toujours vivre tout le temps, en reparlant régulièrement, en faisant des vidéos régulièrement, pour qu'on ne les oublie jamais, et qu'on essaie de trouver les gens qui leur ont fait ça, parce que je me dis, dans le fond, moi, si ça m'arrivait, si genre un jour, bon, que Dieu m'en préserve, hein, mais si un jour il m'arrivait un truc de dingue comme ça, j'aimerais en fait que genre on essaie coûte que coûte de retrouver la personne qui a fait ça. Si ça arrivait à quelqu'un que j'aime, quelqu'un de mon entourage, je voudrais jamais qu'on oublie. Donc là c'est pareil pour la petite Sylvie, pour toutes les autres. J'aimerais bien qu'on ne les oublie pas et que les juges arrêtent en fait de fermer des dossiers d'instruction. Ça me fait trop mal au cœur, vraiment. Enfin, tout mon soutien à la famille Baton et à la famille Aubert, du coup, puisqu'il y a eu un crossover dans cette vidéo. Et j'espère qu'on retrouvera celui qui a fait ça à Sylvie Aubert. Si c'est Ulrich Münstermann, j'espère qu'il passera aux aveux. Si c'est pas lui, j'espère qu'on retrouvera celui qui a fait ça. Et après, pour Sylvie Baton, oui, moi je pense que c'est Ulrich Münstermann. Enfin, je sais pas, mais je dirais à un moment donné, gars, t'es un violeur et un tueur. On retrouve ton ADN dans le lit d'une jeune femme qui a été violée et tuée. Enfin, pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour faire un lien, en fait, A plus B. Donc, ouais, après, est-ce qu'il le dira? Non, de toute façon... Ils le disent jamais, ces gens-là, quand ils font des dingueries comme ça, même quand ils sont condamnés à perpète, ils assument jamais le reste de leurs actes. Après, ça dégoûte, mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, écoutez, j'espère que cette histoire vous a intéressé, parce que même si c'est pas celle qui intéresse le plus, quand je regarde les stats sur ma chaîne, c'est clairement pas les affaires françaises, les cold cases français qui intéressent le plus, malheureusement, mais moi, c'est ceux qui m'ont toujours le plus intéressé. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là. Ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.